La maison était silencieuse cet après-midi-là, de ce silence particulier qui s'installe juste avant qu'un événement inattendu ne vienne le briser. Je m'étais assise au piano, les doigts permants posés légèrement sur les touches, sans vraiment avoir l'intention de jouer. Cela faisait des semaines que Aurélien était rentré avec moi. Des semaines à le regarder se déplacer dans les pièces comme une ombre, prudent et contenu. C'était un rescapé, un lynx roux arraché à une situation qui l'avait laissé maigre et méfiant. Ses yeux ambrés calculaient toujours les distances, toujours les issues de secours. Il n'avait jamais connu le confort, jamais la routine, et il n'avait certainement jamais entendu de musique ce jour-là. Aurélien s'était installé par terre à côté du banc du piano, assez près pour être auprès de moi, assez loin pour pouvoir détaler si nécessaire. C'était sa manière, présent mais sur ses gardes, curieux mais prudent. Je baissai les yeux vers lui. Son pelage fauve capturait la lumière de l'après-midi. Ses oreilles touffues pivotaient au moindre bruit dans la maison. Il leva vers moi ce regard intense et fixe, propre au lynx, de ceux qui vous font vous demander ce qu'ils pensent, ce qu'ils pèsent dans leur esprit encore sauvage. Je pressai une seule touche, le do central, une note claire, simple, qui flotta un instant dans l'air. Et alors, Aurélien rejeta la tête en arrière et laissa échapper un son que je ne lui avais jamais entendu. Un long roulement de miaulement qui naissait au fond de sa poitrine et montait jusqu'à devenir presque mélodique, presque volontaire. Sa gueule, grande ouverte, les moustaches projetées en avant, le son jaillissait de lui, comme s'il l'avait retenu depuis le jour où je l'avais ramené à la maison. Ce n'était pas un grognement, ce n'était pas un feulement, ni une menace. C'était autre chose, quelque chose qui ressemblait étonnamment à une réponse au piano. Je restai figé, le doigt encore sur la touche. Aurélien referma la bouche, cligna lentement des yeux et me fixa, comme s'il attendait ma réplique. Je pressai de nouveau la touche, il miaula plus fort, tout son corps tendu dans le son. C'était théâtral, c'était étrange, c'était incontestablement délibéré. « Tu chantes ?» murmurai-je. Il émit un petit couinement bref et donna un coup de tête contre mon genou. Au cours des jours suivants, je compris qu'Aurélien n'avait pas simplement réagi au piano. Il s'y était engagé. Chaque fois que je m'asseyais pour jouer, il apparaissait, sans hésitation, sans lenteur. Il trottait dans la pièce comme s'il avait été appelé, la queue frétillante, les yeux brillants. Et chaque fois que je jouais, il vocalisait, pas au hasard, pas machinalement. Il répondait. Quand je jouais un accord, il attendait une mesure, puis lâchait son yaou caractéristique. Quand je m'arrêtais, il couinait comme pour me supplier de continuer. Il semblait croire que le piano était un autre être vivant, parlant une langue qu'il était résolu à apprendre. Je commençais à le tester doucement, juste pour voir. Je jouais une note grave à gauche du clavier, profonde et résonnante. Aurélien répondait par un son plus doux, presque un ronronnement rauque au fond de la gorge. Il baissait légèrement la tête, les oreilles un peu aplaties, comme s'il rencontrait la note à son propre niveau. Quand je passais aux touches médium, celles que j'avais jouées en premier, il relevait le menton et lançait son grand miaulement théâtral, celui qui le faisait ressembler à un chanteur d'opéra sauvage. Et quand j'atteignais les notes aiguës, les claires et cristallines, tout à droite, il s'arrêtait net au milieu d'un yaou, penchait la tête et émettait de petits couinements perplexes, comme s'il posait une question qu'il ne savait pas formuler. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas du bruit. Aurélien avait des préférences. Un soir, je jouais une mélodie simple, douce et vagabonde. Il sauta sur le banc à côté de moi
se blottit contre mon flanc, chaud et lourd, et se mit à ronronner, un son que je ne lui avais encore jamais entendu, grave, régulier, paisible. Quand je jouais quelque chose de plus lent, teinté de tristesse, il grimpa sur mes genoux, s'étala en travers de mes jambes et refusa que j'arrête. Sa patte se posa délicatement sur mon poignet, comme pour me retenir, comme si la musique était quelque chose dont il avait besoin. C'est là que je compris. Ce n'était pas un divertissement pour lui. Ce n'était pas un jeu. La musique faisait quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elle l'apaisait. Elle lui offrait ce qu'il n'avait jamais eu: prévisibilité, rythme, sécurité. Dans son ancienne vie, il n'y avait pas eu de musique, pas de son doux, pas de schéma fiable, seulement la survie, le bruit, la peur. Désormais, chaque soir, Aurélien attendait près du piano. Il s'asseyait sur le tapis, la queue enroulée autour de ses pattes, et me fixait de ses yeux immobiles jusqu'à ce que je m'asseye. Et quand je jouais, il chantait, ou parlait, ou quoi que ce soit qu'il fasse. Il se connectait à quelque chose qui le dépassait, au-delà de ses instincts. Il trouvait sa voix dans une langue qu'il apprenait encore, mais bientôt, nous découvrîmes quelque chose d'encore plus surprenant. Aurélien ne se contentait pas de répondre à la musique. Il avait des avis, des humeurs, des limites, et ce qui arriva quand d'autres personnes furent témoins de ce que nous construisions ensemble dans le calme de cette maison. Aucun de nous n'y était préparé. Je commençai à tenir un catalogue mental des réactions d'Aurélien, comme on note les plats préférés d'un enfant, ou les itinéraires favoris d'un chien, sauf qu'Aurélien n'était pas un chien, et ses goûts n'étaient pas simples. Ils étaient précis, délibérés, entièrement siens. Le piano était devenu notre langue commune, et je commençais à comprendre son dialecte. Les notes graves, profondes, qui vibraient à travers le cadre en bois du piano jusqu'au plancher, le faisaient gronder. Pas agressivement, pas défensivement, mais d'un grondement bas et régulier qui semblait venir d'un endroit ancestral en lui. Quand je jouais dans le registre grave, Aurélien s'allongeait sur le ventre, les pattes étirées devant lui, et accompagnait la vibration de ce grondement, les yeux mi-clos, tout son corps s'abandonnant au son, comme s'il parlait directement à ses os. Ça l'ancrait. Ses notes basses devaient ressembler pour lui à la terre ferme, quelque chose de fiable. Les touches médiums, c'était autre chose. Dès que je les effleurais, il se redressait, relevait le menton et lançait ces grands miaulements dramatiques qui avaient tout commencé. De grands roulements de voix qui remplissaient la pièce et le faisaient ressembler à un chef d'orchestre invisible. Gueule grande ouverte, moustaches en avant, yeux fermés de concentration. C'était son refrain, son moment de gloire, et il ne se retenait jamais. Mais les notes aiguës, ces petits tintements délicats tout en haut du clavier, le déconcertaient. Il s'arrêtait au milieu d'un yaou, penchait la tête et émettait de doux couinements presque conversationnels, comme des points d'interrogation sonores. Il me regardait le piano, revenait à moi. C'était quoi? Pourquoi ça sonne comme ça? Les aigus ne l'ancraient pas, ne l'excitaient pas. Il l'intriguait. Un soir, je décidai de jouer quelque chose de précis. Pas des notes au hasard, mais une vraie pièce, joyeuse, légère, pleine d'accords majeurs et de gammes ascendantes. Aurélien dressa immédiatement les oreilles, la queue frétillante d'intérêt. Il trotta jusqu'au banc et sauta à côté de moi, avant même la fin du premier couplet. Il pressa sa tête contre mon épaule, ronronnant si fort que je le sentais à travers mon pull. Quand je marquais une pause, il poussait ma main du museau pour que je continue. La musique heureuse le rendait heureux. C'était aussi simple, aussi pur que cela. Mais quand je passais à une mélodie lente, mélancolique,
En mineur, tout changea. Le ronronnement cessa. Il descendit du banc, tourna une fois sur lui-même, remonta et s'installa en travers de mes genoux de tout son poids, comme une couverture lestée. Il posa sa tête contre ma poitrine et devint parfaitement immobile. Pas tendu, pas inquiet, juste présent. Quand j'essayais d'arrêter, pensant que la musique triste le perturbait, il leva une patte et la posa doucement sur mon poignet, pour me retenir. Il ne voulait pas que j'arrête. Il en avait besoin. Les morceaux lents, tristes, lourds d'émotion, ne le bouleversaient pas. Il le réconfortait. Il lui donnait pas la permission d'être immobile, d'être vulnérable, de baisser la garde, chose que les animaux sauvages s'autorisent rarement. La musique faisait ce que j'avais tenté de faire pendant des semaines avec la nourriture, la routine, les mots doux. Elle lui montrait qu'il était en sécurité, qu'il n'avait pas besoin d'être sur le qui-vive à chaque seconde, qu'il pouvait se reposer. Je pensais à sa vie d'avant moi, la négligence, la pénurie, la vigilance permanente. Il n'y avait pas eu de berceuse dans ce monde-là, pas de douceur, pas de rythme fiable. Et voilà qu'il était étalé sur mes genoux, à écouter une mélodie triste, au piano comme une médecine, comme exactement ce qui lui avait manqué. Les jours suivants, j'expérimentais davantage. Du jazz. Il semblait agacé, les oreilles en arrière, incapable de trouver un schéma. Du classique, Bach, Beethoven. Il restait figé comme une statue, écoutant avec une intensité presque recueillie. Une comptine simple et répétitive. Il couinait joyeusement, ravi par la prévisibilité. Chaque genre m'apprenait quelque chose de nouveau sur lui. Mais le vrai test arriva sans prévenir. Mon amie Sophie passa un après-midi, curieuse du lynx chanteur dont je lui avais parlé en passant. Je lui avais décrit les réactions d'Aurélien, mais les mots n'avaient pas suffi. Il fallait qu'elle voie. J'étais hésitante. Aurélien restait craintif avec les inconnus, prêt à filer dans ses cachettes préférées. Je ne voulais pas le brusquer, briser la confiance patiemment construite. Reste tranquille, ne le regarde pas directement, laisse-le venir s'il veut, lui dis-je. Elle hocha la tête, s'installa sur le canapé, mains sur les genoux, regard détourné. Je m'assis au piano, incertaine. Aurélien dormait dans la chambre quand Sophie était arrivée. Je ne l'avais pas vu depuis. Je pressai la première touche. Rien. Une courte phrase. Toujours rien. Sophie me sourit poliment, du genre « Ce n'est pas grave si ça ne marche pas ». Je continuai, glissant vers une des mélodies qu'Aurélien adorait, celle qui le faisait accourir. Alors, j'entendis le doux claquement de ses griffes sur le parquet. Aurélien sortit du couloir, lentement, délibérément. Il regarda Sophie, me regarda le piano, puis, dans un geste presque provocateur, marcha droit vers le banc, sauta à côté de moi et s'assit comme s'il était chez lui, exactement là où était sa place. Je jouai la phrase suivante. Il rejeta la tête en arrière et lança un miaulement plus fort, plus théâtral que jamais. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Je continuai. Il continua. Tout son corps investi dans la performance. Puis Sophie se pencha très légèrement, l'air émerveillé. Aurélien le remarqua. Il s'arrêta net, tourna la tête vers elle, la regarda droit dans les yeux. Longtemps. Puis il émit un petit couinement, doux, presque amical, et se tourna vers moi, attendant la note suivante. Sophie expira enfin. Il ne réagit pas juste à la musique, chuchota-t-elle. Il sait qu'on est là. Elle avait raison. Ce n'était pas un tour de cirque. Ce n'était pas de l'instinct ou du conditionnement. Aurélien participait. Il était présent. Il choisissait de partager cela avec nous. Et ce choix, cette volonté d'être vu,
était immense. Mais ce qui arriva ensuite, quand le jeune neveu de Sophie, Éloi, nous rendit visite la semaine suivante, me montra que le lien d'Aurélien avec la musique allait encore plus loin que je ne l'imaginais. Et ce qu'il fit ce jour-là changea tout ce que je croyais comprendre sur le sauvetage, la guérison, et ce que signifie retrouver sa voix après des années de silence. Sophie m'appela un mercredi matin, la voix prudente, presque désolée. Son neveu Éloi, 9 ans, était en visite pour la semaine. Un enfant calme, terrifié par les animaux depuis qu'un chien l'avait renversé tout petit. Rien de grave, juste un choc. Cela l'avait rendu méfiant envers tout ce qui avait fourrure et croc. Sophie se demandait si, peut-être, voir Aurélien pourrait t'aider. Pas le forcer, juste lui montrer que certains animaux peuvent être doux, en sécurité. Je n'étais pas sûr que ce soit une bonne idée. Aurélien restait imprévisible avec les inconnus, et les enfants bougent différemment, brusques, bruyants, tout ce qui rend un lynx nerveux. Mais Sophie promit le calme absolu et le départ immédiat au moindre signe de stress. J'acceptai, espérant qu'en quelque sorte, cela puisse aider les deux. Ils arrivèrent un samedi après-midi. Éloi restait collé à Sophie, agrippant le bas de son pull. Petit pour ses 9 ans, grands yeux bruns qui balayaient la pièce, scrutant chaque ombre. Je les accueillis et expliquai doucement les règles. Pas de gestes brusques, pas de voix forte, et surtout, si Aurélien voulait de l'espace, on lui en donnerait. Éloi hocha gravement la tête, comme si je venais de lui expliquer une question de vie ou de mort. Nous nous installâmes au salon. Sophie et Éloi sur le canapé, moi au piano. Aurélien avait disparu, il avait entendu les voix, la porte, et s'était éclipsé dans la chambre du fond, comme toujours avec les nouveaux venus. Je ne lui en voulais pas. Je ne m'attendais plus à ce qu'il performe sur commande. C'était sa maison, son refuge. Il s'engagerait avec le monde à ses conditions, ou pas du tout. Je jetai un œil à Éloi. Il m'observait, plein d'espoir. « Il ne viendra peut-être pas, » dis-je doucement, et c'est normal. Il apprend encore que les gens sont inoffensifs. Éloi hocha la tête, mais je vis la déception passer sur son visage. Sophie lui pressa l'épaule. Je me tournai vers le piano et commençai à jouer une des mélodies préférées d'Aurélien, fluide et accueillante, dans le registre médium. Les notes emplirent l'espace, douces, invitantes. Je me laissai porter, sans attente, offrant simplement la musique comme toujours. Alors j'entendis le léger clic de ses griffes sur le parquet, le pas mesuré, déterminé. Je ne me retournai pas, gardai le rythme, le cœur battant plus vite, tandis que mes mains restaient calmes. Aurélien entra dans la pièce comme s'il faisait une entrée sur scène. Pas pressé, pas prudent, avec cette grâce fluide et assurée des lynx quand ils ont décidé que quelque chose méritait leur attention. Il ne regarda ni Sophie ni Éloi. Il me regarda le piano, puis, dans un geste presque théâtral, sauta sur le banc à côté de moi et s'assit, droit, présent, prêt. J'entendis le souffle coupé d'Éloi derrière moi. Je ne me retournai pas. Je continuai à jouer, et Aurélien, pile au bon moment, releva le menton et lança un de ses miaulements signatures, long, roulant, incroyablement dramatique. Gueule grande ouverte, moustaches en avant, le son emplit la pièce comme s'il chantait pour des centaines de personnes. Plus fort qu'à l'ordinaire, plus investi. Je compris soudain qu'il se donnait en spectacle. Il savait qu'on le regardait et, quelque part en lui, sauvage et indompté, il s'y abandonnait. Je jouai la phrase suivante. Il miaula encore, le timing parfait, la voix confiante. Sophie laissa échapper un petit rire émerveillé.
Je risquai un regard par-dessus mon épaule. Éloi bouche bée, yeux écarquillés, entre peur et fascination. Et alors, Aurélien fit quelque chose que je ne lui avais jamais vu. Il s'arrêta au milieu d'un miaulement, tourna lentement la tête vers Éloi et le regarda droit dans les yeux. Tout devint immobile. La musique flottait encore. Le souffle d'Éloi se bloqua. Les yeux ambrés d'Aurélien tinrent le regard du garçon avec une intensité délibérée, presque tendre. Puis, sans rompre le contact visuel, Aurélien descendit du banc et marcha vers lui. Éloi se plaqua contre le dossier du canapé, agrippant le bras de Sophie. Mais Aurélien ne se précipita pas. Il avança lentement, corps bas, non menaçant, que détendu. Il s'arrêta à quelques pas, s'assit et émit un petit couinement doux, interrogateur, plus une invitation qu'une exigence. « Ça va ?» dis-je doucement à Éloi. « Il te dit bonjour. » Éloi regarda Sophie. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Lentement, prudemment, Éloi glissa du canapé et s'assit en tailleur sur le sol, mains sur les genoux. Aurélien l'observa tout le temps, patient, immobile. Puis, quand l'enfant fut installé, Aurélien fit 2 pas et posa délicatement son front contre le genou d'Éloi. Éloi se figea. Tout son corps se raidit, pas de peur, mais d'incrédulité. Aurélien maintint le contact longtemps, yeux mi-clos, puis recula et se rassit hors de portée de main. Il regarda Éloi, me regarda, puis, comme pour dire « voilà ce qu'on fait ici », ouvrit la gueule et lança un nouveau « yaou », plus doux, presque conversationnel. Le visage d'Éloi s'illumina d'un sourire vrai, sans garde, qui le rajeunit d'un coup. Il ne tendit pas la main pour le caresser. Il resta juste assis, à sourire. Et Aurélien, assis en face, miaulait doucement toutes les quelques secondes, comme s'il parlait en une langue que eux seuls comprenaient. Je repris le piano, la gorge nouée d'une émotion que je ne savais nommer. Sophie pleurait en silence sur le canapé, la main sur la bouche. Aurélien avait cessé de jouer pour nous. Il jouait pour Éloi. Ou peut-être ne jouait-il plus du tout. Peut-être était-il simplement lui-même, vocal, présent, sans peur, montrant à ce petit garçon, effrayé, qu'on pouvait être sauvage, et quand même en sécurité. Avoir une voix et rester doux. Quelques minutes plus tard, Aurélien se leva, s'étira et regagna le banc d'un bond souple. Il se réinstalla à sa place habituelle et reprit ses miaulements tandis que je jouais. Éloi resta par terre, le sourire intact. Quand Sophie se leva pour partir, Éloi traîna près de la porte et se retourna une dernière fois vers Aurélien. « Il est vraiment courageux », dit-il tout bas. « Oui, répondis-je. Mais je crois qu'il l'a appris de quelqu'un d'autre. » Éloi me regarda, perplexe. Je compris que je n'avais pas dit exactement ce que je voulais. Aurélien n'avait pas appris le courage. Il avait appris quelque chose de plus grand. Ce qui se passa dans les jours suivants, tandis qu'Aurélien continuait chaque soir à attendre près du piano, me montra précisément ce que c'était. Ce n'était pas du courage. Ce n'était pas une performance, c'était l'appartenance. Et une fois qu'il comprit qu'il l'avait, tout changea. Les semaines qui suivirent la visite d'Éloi s'installèrent dans ce que je ne peux décrire que comme un rythme. Pas une routine mécanique, mais un vrai rythme, celui qui vit dans la musique, dans les battements de cœur, dans le flux naturel des jours qui ont un sens. Aurélien avait changé, pas brutalement. Pas du jour au lendemain, mais de cette manière lente et cumulative dont la guérison se produit vraiment. Il était devenu quelqu'un de nouveau, ou peut-être était-il enfin devenu qui il avait toujours été destiné à être, avant que la peur et la négligence ne lui apprennent à se faire plus petit, plus silencieux, plus fermé. Chaque soir, sans faute, Aurélien apparaissait près du piano.
plus avec hésitation, plus avec cette approche mesurée des premières semaines. Il arrivait avec intention, avec attente, comme quelqu'un qui honore un rendez-vous qu'il a anticipé toute la journée. Il s'asseyait sur le tapis, la queue soigneusement enroulée autour de ses pattes, et me fixait de ses yeux ambrés jusqu'à ce que je m'asseye. Et quand je le faisais, quand mes doigts touchaient enfin les touches, il émettait un petit couinement doux, sa façon de dire « oui, maintenant ». Cela devint la partie la plus importante de mes journées, à moi aussi. Je commençais à organiser mes soirées autour de ce moment, à protéger ce temps, notre temps. Je préparais une tasse de thé, m'installais au banc, et Aurélien était déjà là, à m'attendre. Parfois, il sautait à côté de moi, avant même que je commence, revendiquant sa place comme si elle lui avait toujours appartenu. D'autres fois, il restait au sol, satisfait d'écouter et de vocaliser à distance, ses miaulements s'entremêlant à la mélodie comme une seconde voix. Mais il ne s'agissait plus seulement de musique, il s'agissait de ce qu'elle représentait. Pour Aurélien, le piano était devenu la manifestation sonore de la sécurité. Il était prévisible, il revenait chaque jour. Il ne lui demandait rien d'autre que sa présence, et il lui offrait quelque chose qu'il pouvait contrôler, sa voix, sa réponse, son choix de participer ou non. Dans une vie autrefois définie par la rareté et l'incertitude, le piano était l'abondance, la certitude, la maison. Je remarquais les petits changements. D'abord, Aurélien ne sursautait plus quand je bougeais trop vite près de lui. Il ne filait plus dans la chambre à chaque sonnette. Il cherchait le contact physique, pas constamment, pas désespérément, mais délibérément. Un coup de tête quand je passais près de lui. Un lent battement de paupières depuis l'autre bout de la pièce. Le poids de son corps contre ma jambe pendant que je cuisinais. Ce n'étaient non plus les comportements d'un animal rescapé qui tolère la présence humaine. C'étaient en ceux de quelqu'un qui avait décidé qu'il appartenait à cet endroit, qui avait cessé d'attendre que tout s'effondre. Un soir, je travaillais une pièce complexe, pleine de dynamiques changeantes et d'harmonies inattendues. Je ne remarquais pas Aurélien tout de suite. Quand je marquais une pause entre les mouvements, je baissais les yeux. Il était assis juste sous le piano, tassé dans l'espace entre les pédales et les pieds du banc, regardant les marteaux frapper les cordes, les oreilles suivant chaque note. Il ne vocalisait pas. Il écoutait, absorbait, présent d'une façon presque méditative. Je compris alors que la musique avait cessé d'être une conversation pour lui. Elle était devenue un langage de réconfort, un environnement sonore où il était le plus lui-même. Ce passage de la participation active à la cohabitation paisible fut comme la dernière pièce de sa guérison qui se mettait en place. Il n'avait plus besoin de répondre à chaque note, de prouver qu'il était engagé, de travailler pour la connexion. Il pouvait simplement être, et être suffisait. Sophie ramena Éloi 3 fois ce mois-là. À chaque visite, le garçon devenait un peu plus courageux. Lors de la 3e, il s'asseyait déjà par terre près du piano pendant que je jouais, et Aurélien venait parfois, lui, donner un petit coup de tête à l'épaule avant de regagner le banc. Ils ne parlèrent presque pas, Éloi et Aurélien. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient trouvé leur propre compréhension, faite de patience et de respect, et de la certitude partagée que certaines connexions n'ont pas besoin de mots. Lors de la dernière visite d'Éloi, avant son départ, il me posa une question qui me prit au dépourvu. Nous étions assis au salon après la musique. Aurélien étalé sur le tapis dans une flaque de soleil tardif, l'air parfaitement heureux. « Pourquoi il chante ?» demanda-t-il doucement, sincèrement curieux. Je réfléchis un instant. J'aurais pu lui donner la réponse simple.
Aurélien vocalise parce que les lynx sont naturellement expressifs, parce qu'il associe le son à des expériences positives, parce que c'est instinctif. Mais ce n'était pas toute la vérité. Et Éloi méritait toute la vérité. Je ne pense pas qu'il chante vraiment, dis-je lentement. Je pense qu'il nous dit qu'il va bien, qu'il est là, qu'il n'a plus peur. Éloi réfléchit, le visage sérieux. Donc c'est comme s'il parlait. Oui, c'est comme s'il parlait. Et le piano l'aide à savoir quoi dire. Éloi hocha la tête, satisfait. Aurélien leva la tête du tapis, bâilla largement, montrant toutes ses dents, puis se recoucha avec un soupir de contentement. Sophie croisa mon regard et articula sans bruit « Merci ». Je hochai la tête, la gorge trop serrée pour parler. Après leur départ, je retournai m'asseoir au piano, pas pour jouer, juste pour être là. Aurélien apparut immédiatement, sauta sur le banc et pressa sa tête contre mon bras. Je gratouillai derrière ses oreilles. Il ronronna, ce grondement profond qui me surprenait encore chaque fois. Il avait parcouru un si long chemin depuis le lynx méfiant et maigre qui évitait mon regard les premières semaines. Et moi aussi, j'avais parcouru du chemin. J'avais appris à lire ses signaux, à respecter ses limites, à comprendre que la guérison n'est pas linéaire et que la connexion n'est pas transactionnelle. Parfois le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un, humain ou animal, est simplement d'être là, régulièrement, sans attente. Ce soir-là, je jouais plus d'1 heure. Pas exactement pour Aurélien, mais avec lui. Il resta contre moi tout le temps. Parfois il miaulait, parfois il couinait, parfois il se contentait d'un silence complice. Quand je finis enfin, les mains fatiguées et le cœur plein, Aurélien fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il grimpa sur mes genoux, tourna une fois sur lui-même et se roula en boule, la tête posée sur mon avant-bras. Son poids était chaud, solide, sa respiration lente et régulière. Il resta là, immobile, sans tressaillir, juste tenu. Je pensais à tous les instants qui nous avaient menés là, le premier yaou hésitant, la découverte de ses goûts, la façon dont il avait tendu la patte vers un enfant effrayé, avec plus d'empathie que la plupart des humains n'en montrent jamais, le lent et douloureux apprentissage de la confiance. Et je compris que ce que nous avions construit ensemble n'avait rien à voir avec la musique. La musique n'était que le véhicule. Ce que nous avions réellement construit était un langage de sécurité, une compréhension partagée que cet espace, ce moment, ces rituels réguliers étaient sacrés, qu'ils étaient à nous et que rien ne pourrait nous les enlever. Les mois passèrent, et la relation d'Aurélien avec le piano s'approfondit d'une manière que je n'aurais pas anticipée. Il commença à anticiper non seulement le jeu lui-même, mais la préparation. Quand je marchais vers le banc le soir, il était déjà en mouvement, se positionnant avant même que je m'asseye. Il apprit la différence entre moi qui m'asseyais pour jouer et moi qui m'asseyais pour autre chose, payer des factures, trier des partitions, téléphoner. S'il n'y avait pas de musique, il attendait patiemment quelques minutes, puis couinait avec une insistance croissante jusqu'à ce que je commence ou que je parte. Le piano avait un but pour lui, et il attendait qu'on respecte ce but. Je jouais pour lui des pièces modernes, expérimentales, même le silence, le 433 de John Cage, juste pour voir. Pendant le morceau silencieux, Aurélien resta parfaitement immobile la première minute, puis me regarda avec ce que je ne peux décrire que comme de la confusion. Il couina une fois, interrogateur. Comme je ne répondais pas, il sauta du banc et s'éloigna, la queue frétillante d'agacement léger. Message reçu. Le silence n'était pas de la musique exigeait du son, mais le moment le plus fort arriva une nuit où je n'avais pas prévu de jouer du tout.
J'avais passé une journée difficile, de celles qui vous vident émotionnellement, vous font douter de tout. Je m'étais affalé sur le canapé au lieu du piano, le regard dans le vide. Aurélien sortit de la chambre, me regarda le piano, couina. Je ne bougeais pas. Il couina plus fort. Comme je ne réagissais toujours pas, il fit quelque chose d'incroyable. Il sauta seul sur le banc, s'assit et miaula, pas vers moi, vers le piano. Il miaula encore, plus fort, puis se tourna vers moi par-dessus son épaule, comme pour dire « Voilà ce qu'on fait, voilà ce qui aide, viens ». Je fondis en larmes, pas des larmes tristes, exactement, juste le relâchement de toute la tension de la journée et la prise de conscience bouleversante que cet animal, cette créature, autrefois terrorisée et muette, essayait de prendre soin de moi. Il avait compris que le piano n'était pas seulement son réconfort, c'était le nôtre, et il m'y invitait. Je me levai, vins m'asseoir à côté de lui. Il se colla immédiatement contre moi, ronronnant. Je posai mes mains sur les touches et commençai quelque chose de lent, qui correspondait à la lourdeur que je ressentais. Aurélien ne miaula pas. Il se contenta de s'appuyer plus fort contre moi, sa chaleur m'ancrant au présent. Et tandis que je jouais, le poids commença à s'alléger. Pas complètement, pas comme par magie, mais assez. Assez pour respirer. Assez pour me souvenir que la guérison se produit dans les petits instants, dans les espaces partagés, dans le simple fait de se présenter l'un pour l'autre. L'hiver arriva, avec des jours plus courts et des soirées plus longues. Le temps qu'Aurélien et moi passions au piano s'étira naturellement pour remplir l'obscurité. Parfois nous jouions, ou plutôt je jouais, et il vocalisait 2 heures d'affilée. D'autres fois 20 en minutes, peu importait. Ce qui importait, c'était le rituel lui-même. Savoir que cet espace existait, qu'il serait là demain, et après-demain, et tous les jours où nous en aurions besoin. Aurélien cessa d'être un lynx rescapé dans mon esprit. Il devint Aurélien, entièrement lui-même, critique musical à ses heures, affectueux selon ses propres termes, vocal d'une façon qui surprenait encore les visiteurs, mais me semblait parfaitement naturel. Il avait trouvé sa voie, oui, mais plus encore, il avait trouvé sa place. Et en trouvant sa place, il m'avait aidé à trouver la mienne. Un soir, après une session particulièrement longue, Aurélien s'endormit la patte posée sur ma main. Pas agrippée, pas exigeante, juste en contact, un point de connexion. Je baissai les yeux vers lui, cet animal sauvage qui avait choisi la domesticité, qui avait appris à faire confiance quand la confiance avait été systématiquement brisée, qui avait transformé sa peur en chant, et je compris quelque chose d'essentiel sur la résilience. Guérir, ce n'est pas effacer le passé, c'est construire quelque chose de nouveau par-dessus, assez solide pour porter le poids de ce qui a été, sans s'écrouler. Aurélien resterait toujours un lynx. Il garderait ses instincts sauvages, ses mécanismes de survie, sa capacité à la peur. Mais il avait aussi appris qu'on pouvait être sauvage et en sécurité, vocal et entendu, vulnérable et protégé. Le piano ne l'avait pas changé. Il lui avait donné un cadre pour exprimer qui il avait toujours été sous le trauma. La dernière note du soir flotta dans l'air, s'éteignant lentement dans le silence. Aurélien remua, leva la tête, me regarda de ses yeux ambrés, clairs, présents, totalement sans peur. Il couina une fois, doucement, puis reposa sa tête sur ma main. Dehors, le vent d'hiver secouait les fenêtres. Dedans, nous étions dans notre cercle de lumière chaude, reliés par la musique et la confiance, et le don profond d'une famille choisie. Autrefois, il criait de peur. Je me souvenais de ces sons des premiers jours, ces miaulements de détresse, cette anxiété,
ses vocalises venues d'un lieu de douleur et de confusion. Mais désormais, quand Aurélien ouvrait la gueule et laissait le son jaillir, il venait d'ailleurs. Il venait de la joie, du contentement, de la certitude profonde et inébranlable qu'il était chez lui. Et chaque soir, quand la lumière déclinait et que la maison redevenait silencieuse, nous retournions au piano. Pas parce qu'il le fallait, parce que nous le voulions, parce que certains rituels sont trop précieux pour être abandonnés. Parce qu'Aurélien m'avait appris que le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un qui a été réduit au silence, ce n'est pas seulement la permission de parler, mais la promesse que quelqu'un écoutera. Il restait là contre moi, la patte toujours posée sur ma main, respirant lentement, régulièrement. Les touches du piano brillaient dans la lumière de la lampe, prêtes pour demain. Et demain, nous reviendrions. Nous reviendrions toujours, parce que c'était devenu notre langage. C'est ainsi que nous nous disions « Je te vois, je t'entends, tu as ta place ici, tu es en sécurité ». Aurélien soupira, un soupir de pur contentement, et ferma les yeux. Dans cet instant, entouré de musique et de silence, et du rythme régulier de sa respiration, je sus que nous avions tous les deux trouvé exactement ce que nous cherchions. Pas la perfection, pas une guérison du passé, juste une pratique quotidienne de se présenter l'un pour l'autre, une note à la fois, un miaulement à la fois, un soir tranquille à la fois.